avec l'idée confuse qu'il dérangeait, d'une façon ou d'une autre, le bel ordre de l'univers des Français, et que, tôt ou tard, il allait payer cher son outrecuidance. Il adressa une requête silencieuse à Dieu, sous forme de chantage. C'était pour lui la seule manière de communiquer avec l'être suprême. On ne lui avait jamais appris à prier. Si tu existes, prouve-le. Fais que ce bâtiment s'écroule sur nous tous et nous enterre à jamais, maintenant. Sinon, je ne croirai plus en toi. Il ne se passa rien. Les fondations du bâtiment paraissaient solides. M. Lombard et Régnier continuaient leur messe basse en lui jetant des coups d'œil. L'enfant accorda à Dieu un délai de 10 secondes. Je compte jusqu'à 10. 1, 2, 3. Il arriva à 10 sans que rien n'advint pas. Pas la moindre secousse, pas même le grincement d'une porte vacillant sur ses gonds. Il fit une croix sur Dieu. Il en avait l'habitude. Dieu le décevait toujours. Entre-temps, Régnier était revenu s'asseoir à côté de lui en secouant la tête. M. Lombard était parti, suivi par le dogue. Le pion gronda. « T'as fini ?» Puis, sans attendre la réponse. « T'as vu le chien de garde ? Ils nous en tiennent une couche, hein ?» Mehdi avait compris qu'il lui fallait cette fois-ci avoir une vraie discussion avec le pion. Puisque Dieu n'existait pas, il fallait chercher des alliés du côté des hommes. Il répondit d'un ton décidé. « Il est tout noir, je l'aime pas. Moi non plus. » « Mais pourquoi dis-tu qu'il est noir ? Il est plus blanc que toi. » « Il est fou, il a la berlue. » Le fou, après quelques secondes, éclata de rire. « Ah, je vois. Tu croyais que je parlais de Médor ? Imbécile, je parlais de Lombard, le surveillant général. C'est lui le chien de garde du système. Allez, va te promener dans la cour. Tu as une demi-heure. Ensuite, tu vas au dortoir. C'est Madini qui est de service. » Il commençait à faire sombre dehors. « Hé, Khatib !» C'était sans doute Madini. Mehdi trottina en direction de la silhouette. Madini était un jeune homme de grande taille, au teint brun et mat et aux cheveux noirs. Il portait un jean, des chaussures de sport et un pull marron à même la peau, sans chemise. Lorsque l'enfant fut en face de lui, Madini lui demanda : « D'où tu viens, toi ? » Mehdi se retourna et pointa le doigt en direction du banc où il venait de passer une demi-heure. Madini secoua la tête en soupirant, comme s'il ne pouvait croire qu'on pût être aussi naïf. Puis il reprit : « Idiot, je te demande d'où tu viens, de quelle ville ? » Beni Mellel. Madini fronça les sourcils et posa une question extraordinaire. « C'est ton père, le gouverneur de Beni Mellel ? » Mehdi considéra cette question sous 2 angles différents. D'abord, il devait exister un gouverneur dans sa ville natale, puisque le pion qui lui faisait face en parlait avec beaucoup d'assurance. Bon, ce point était acquis. Maintenant, il y avait son père. Il ne savait pas vraiment ce que faisait son père dans la vie. Il l'avait toujours vu à la maison, lisant un journal ou faisant faire des dictées à ses enfants. Il sortait peu. De plus, on ne l'avait plus vu depuis des mois.
On ne savait pas où il était. Théoriquement, rien ne s'opposait à ce qu'il eût été nommé depuis gouverneur. Répondre oui à la question ne serait pas vraiment mentir. D'un autre côté, Madini, impatient, interrompit le raisonnement. « Eh oh, t'es sourd? Il faut répondre quand on te pose une question. » Quelle était la question? Paniqué, il voulut répondre oui pour faire plaisir à son interlocuteur, mais il cria non. « Bon, ça va, c'est pas la peine de gueuler, » proteste Madini. « Il est quoi ton père alors? Commissaire divisionnaire? Homme d'affaires? Il est quoi? » Totalement affolé, Mehdi voulut dire la vérité. Mourir pour mourir, autant le faire en ayant le droit de son côté. Ne pas mentir, dire les choses comme elles sont. C'est alors qu'il se produisit un incident curieux qui allait le tourmenter pendant toute l'année et le remplir de honte et de confusion à chaque fois qu'il y pensait. Voulant dire la vérité, il conçut dans sa tête très clairement la phrase « je ne sais pas ». Il ordonna fermement à ses lèvres de la prononcer. Cela donna cette affirmation extravagante et inexplicable qu'il chointa plus qu'il ne l'a dit. Il est japonais. La face de Madini exprima l'ahurissement le plus complet. Il se courba, approcha son visage de celui de Mehdi et l'examina attentivement, exactement comme l'avait fait Dumont dans le réfectoire. « Tu te fous de moi? T'as pas l'air japonais du tout. T'as pas les yeux bridés. En plus, tu t'appelles Katib. Tu t'appelles pas Yamamoto, Kaderate ou Kenzo, qui chie du haut du mât ou un truc de ce genre. De plus, il paraît que tu t'es pointé au lycée escorté de 2 pans à la rentrée. 2 pans. C'est Miloud le concierge qui le raconte à tout le monde. Bon, on tirera cette affaire au clair un autre jour. En tout cas, je comprends que tu sois resté au lycée pendant le week-end, avec une hérédité aussi floue. Le gouverneur ou le commissaire, ils n'auraient pas laissé leur fils se morfondre ici le samedi et le dimanche. Allez, file au dortoir. Après s'être brossé les dents et avoir enfilé son pyjama, Mehdi se glissa vite dans son lit, toujours mortifié par l'incident nippon. On fermait les yeux, et il se souvint qu'au cours de cette journée, Morel l'avait traité d'orphelin puis de marquise, régné de prolétaire, le cuisinier de Mouchou et de Pitchoun, Madini d'idiot. Il s'était lui-même accusé sans raison d'être japonais. Il eut la vague intuition que tout cela s'équilibrait d'une façon ou d'une autre, et qu'à force de le traiter de tous les noms, les gens ne pouvaient savoir qui il était vraiment, ce qui était sans doute une bonne chose. En somme, il était tout et n'importe quoi. Il s'endormit enfin rasséréné. Le lendemain, il se réveilla à l'aube, mais resta dans son lit, effrayé par le silence qui régnait dans le dortoir désert. Vers les 8 heures, il entendit la porte de la piaule s'ouvrir. Madini, invisible, s'éclaircit la gorge et hurla. « Oh, le nippon, t'es réveillé? Tu t'es quand même pas fait harakiri ?» Mehdi voulait crier oui, mais pris au dépourvu, incapable de poser sa voix, il le fit sur une note suraiguë qui finit par le ridiculiser complètement après le désastre de la veille. Horrifié, il se cacha sous son drap. Pour comble de malheur, il se souvint qu'il était emmailloté dans un pyjama rose. Madini ne poussa pas son avantage. Il se contenta de brailler encore plus fort de loin. « Bon alors, tu te lèves, tu t'habilles, tu te laves, dans l'ordre, hein, et tu descends au réfectoire. Il y a des nouilles et du saké spécialement pour toi. Et ne traîne pas, j'y vais déjà. » 10 minutes plus tard, le visage encore humide, mal fagoté, Mehdi poussa timidement la porte du réfectoire. « Bonsaï !» cria Madini en l'apercevant. « Voilà l'empereur. Excuse-moi si je ne me jette pas à tes pieds. J'ai de l'arthrose. Allez, viens prendre ton petit déjeuner. Assieds-toi là. » Il désigna une chaise à côté de la sienne.
Mehdi sirota son chocolat chaud en silence, pendant que Madini bavardait avec le cuisinier, qui n'était pas Bouchta, mais un autre vétéran de l'Indochine. À première vue, celui-ci ne pouvait exhiber une blessure aussi horrible que son collègue, mais on ne pouvait pas jurer de rien, l'homme n'étant pas nu. Après le petit déjeuner, Madini commença à regarder sa montre avec impatience. « Où est ce connard de Morel » grommelait-il. La porte du réfectoire s'ouvrit et M. Lombard entra, impétueux, comme la veille, suivi du monstre poilu, comme la veille. La vie était un éternel recommencement. Hélas. Médor vint immédiatement flairer l'enfant, qui se figea, le ventre noué. Entre-temps, M. Lombard, qui portait un simple pantalon de flanelle plutôt, et une chemisette, avait pris un air soucieux. Il s'adressa au pion, d'une voix autoritaire. « Écoutez, Madini, il y a un contretemps. Morel ne peut pas être là aujourd'hui. Vous vous occuperez du gamin toute la journée. » Le visage de Madini se décomposa. Il bredouilla, mais je ne peux pas. Le surveillant général le toisa, le visage sévère, un sourcil relevé. « Comment ça, vous ne pouvez pas ? Je ne suis pas libre. Eh bien, libérez-vous. Si c'est une fille, elle reviendra. Elles reviennent toujours, croyez-moi. Je sais de quoi je parle. Les femmes... » Il siffla son chien et s'en alla, pressé. Le cuisinier avait disparu. Madini regardait Mehdi avec un regard lourd de reproche. « Il me hait, il va me tuer. »« Tu vois ce que tu as fait, petit con » explosa-t-il. « Qu'est-ce que j'ai fait » Madini pianota un instant sur la table, puis se leva d'une seule détente et cria. « Allez, à l'étude, zou !» La matinée passa morne dans le hall H1, dont la porte resta ouverte. Mehdi entreprit d'apprendre par cœur le chêne et le roseau. C'était le devoir de français de la semaine. Pendant que Madini, un livre d'économie ouvert sur le bureau, la tête entre les mains, s'absorbait dans sa lecture. Le chêne, un jour, dit au roseau. « Vous avez bien un sujet d'accuser la nature. » Madini poussa un soupir, jeta un coup d'œil en direction de la cour ensoleillée où les arbres prenaient majestueusement leur couleur d'automne. Mehdi s'était arrêté de lire. C'était quoi un chêne ? Le pion ramena son regard vers le trône installé au premier rang. Ah, misère ! Un roitelet pour vous et un pesant fardeau. Katib, le pesant fardeau sursauta et leva les yeux vers le pion. « T'es sûr que personne ne peut venir te chercher cet après-midi ? Je peux téléphoner, s'il le faut. Merde, quoi. T'es pas tombé de la lune. T'es pas de la génération spontanée. T'es pas un champignon qui a poussé pendant la nuit. Tu as un correspondant, non ?» L'enfant murmura. « J'ai pas de correspondant. »« Quoi ? Mais c'est obligatoire. Tous les élèves doivent en avoir un. »« J'ai pas de correspondant. » Madini secoua la tête, vaincu par le roseau, qui revint à sa lecture. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Madini s'était de nouveau plongé dans son manuel d'économie. Il prenait des notes sur un petit cahier. Parfois, il se mettait à réfléchir, les yeux au plafond, la bouche tordue en une grimace douloureuse. Mais tout est Aquilon, tout me semble Zéphyr. Mehdi relut 3 fois cette phrase étrange. Il leva discrètement le doigt
oubliant qu'il était face à l'ennemi. Trop tard pour se reprendre. L'ennemi l'avait vu, l'ennemi grommelait. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aller aux toilettes, c'est ça? Ben vas-y, je vais quand même pas venir te torcher. » Mehdi n'eut pas la présence d'esprit de saisir la perche qui lui était tendue. Il s'obstina. « Non, monsieur, il y a une phrase que je comprends pas. » De très mauvaise grâce, Madini se leva, descendit de l'estrade et vint regarder les mots que désignait Mehdi. Son visage sombre exprimait une sourde hostilité envers La Fontaine, qui ne lui avait pourtant rien fait. « Tout est Aquilon, tout me semble Zéphyr. » « Et alors, y a rien à comprendre. Aquilon, je sais pas ce que c'est peut-être le nom d'un type de la mythologie grecque. Il y en a des milliers et des milliards. Ils ont tous plus ou moins 2 ou 3 noms. Zéphyr, ça veut dire vent, je crois. Mais à une majuscule, c'est peut-être le blaze d'un autre gus, quoi. Y a rien à comprendre. T'as qu'à apprendre par cœur. Tout ça, c'est des trucs de français. T'as qu'à apprendre par cœur et le leur recracher tel que. Je te dis que c'est un truc de français, compliqué, même quand c'est pas la peine. Mehdi écarquilla les yeux. « Vous n'êtes pas français, vous, monsieur ? Mais t'es con, quoi. Je m'appelle Madini. Regarde ma gueule, regarde mes cheveux. Est-ce que j'ai l'air d'un Français ? Si t'es même pas capable de distinguer un Français d'un Marocain, t'es mal parti dans la vie. Je peux te l'assurer. » Madini, le Marocain, alla s'installer derrière le bureau sur l'estrade. Mehdi n'osa plus rien demander. La suite demain. Vous pouvez vous appeler.